bonsoir à toutes et tous. Merci de vous être rendus disponibles ce soir de fin août, ce soir où se prépare la rentrée. Merci d'être venus en si grand nombre et c'est vrai que je souhaite commencer puisque nous avons décidé de faire de cette soirée une fête, de faire une fête de rentrée, de dire que, en dépit de la difficulté du contexte, il est absolument important de maintenir justement, peut-être plus que jamais encore, la force de la cohésion collective, la force de la vie en commun, la force des moments partagés ensemble où nous pouvons échanger, discuter, comprendre comment se déploie la situation devant nos yeux et comment nous pouvons nous-mêmes y agir. Je souhaite remercier, bien entendu, très chaleureusement mon équipe parlementaire, Cécile, Marie, qui sont ici présentes, qui ont organisé cet événement avec une force accompagnée par l'ensemble des militantes et des militantes. C'est très important. Et mes remerciements les plus chaleureux vont également à l'ensemble des artistes qui, ce soir, ont accepté d'animer cette soirée, de faire en sorte qu'elle soit précisément placée sous le signe de la joie, de la musique et de la création. Je vois là Arthur Roudot, je vois Paul Barrère et je vois les camarades du groupe. Comment s'appelle le groupe ? NWK. Merci beaucoup à vous tous d'être là. C'est extrêmement important, il me semble, dans la période, de poser des moments qui sont de cette nature, qu'ils soient ouverts très largement. C'est pourquoi cette réunion qui nous fait partager ce moment ce soir est une réunion à laquelle ont été invités l'ensemble des habitantes et des habitants de la circonscription et nous continuerons chaque année à faire une fête de rentrée pour que nous puissions entamer avec de l'énergie, avec de la joie, avec de l'organisation qui nous caractérise, les défis socio-politiques qui ne manqueront pas ni cette année ni l'année prochaine. Et je ne peux commencer ce soir sans adresser mon plus vif soutien, mes amitiés, mon sens de la camaraderie, à celles et ceux qui ont été les victimes d'une lâche agression de petits nervis d'extrême droite qui n'ont qu'une chose en tête, comme d'habitude, la haine et la violence, la petitesse de leurs petites actions, leur vile lâcheté. Ils avaient déjà menacé et agressé plusieurs d'entre nous. Ils avaient menacé, en son nom propre, l'un des camarades qui a été agressé ce soir. Je le leur dis, et je le leur dis en notre nom à toutes et tous, nous ne céderons jamais à vos menaces, jamais à vos intimidations, jamais à vos agressions. Et nous ferons tout, et nous mettrons tout en œuvre, à la fois comme force politique, et lorsque nous gouvernerons, pour que vos petits groupuscules violents, ces petits groupuscules fascistes, ne soient pas nuisibles, qu'ils soient poursuivis, qu'ils soient châtiés, qu'ils méritent, enfin qu'ils aient ce qu'ils méritent profondément, parce qu'il n'est pas possible en République d'ainsi pouvoir répandre la haine, d'ainsi mettre une cagoule, parce qu'on est trop lâche pour être reconnu, et d'agresser une personne dans la rue pour ses idées, pour ses convictions qui sont ceux du partage, de la joie et de la vie en commun. Ce n'est pas possible. Et je ne supporte plus, comme député, je ne supporte plus d'entendre ce ministre porteur de tous les pires idéaux réactionnaires dans ce pays, porteur à lui seul lorsqu'il parle de la langue de l'extrême droite. Je ne supporte plus que Bruno Retailleau, lorsqu'à l'Assemblée nationale il prend la parole, n'ait jamais un mot de compassion pour ceux qui subissent les coups de l'extrême droite. Que cet homme-là, la honte aussi lui tombe dessus parce que, avec ses pratiques, avec son absence de propos, avec son absence de condamnation et de consignes claires pour que soient frappés ces gens par la loi, il encourage les violences. Le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, a une responsabilité directe lorsque de tels événements se produisent. J'en termine là. Cet homme doit partir. Ce gouvernement doit partir. Ils n'ont aucunement la légitimité du scrutin par lequel vous m'avez élu député. Le scrutin législatif a placé en tête le nouveau Front populaire. Le scrutin législatif a placé en dernière position l'extrême droite. Et il est inadmissible que l'extrême droite ait aujourd'hui une place de choix dans le
de l'Intérieur. C'est insupportable. Et donc, il faut mettre fin à cette impunité générale. Et puisque je vois que certains sont arrivés, je renouvelle une nouvelle fois mon soutien à celles et ceux qui ont subi les attaques, et je pense que nous pouvons les entourer de notre camaraderie, de notre amitié. Et j'ai même envie de dire, sans être camarades, on est des vrais républicains, nous. Et on ne souhaite ça à aucun de nos concitoyens et à aucun de nos concitoyennes. Qu'a-t-on fait et dans quelle société est-on arrivé pour que, défendant seulement l'idée que les services publics doivent être renforcés, que les riches doivent payer leur juste part, que les citoyens doivent prendre, puisque nous sommes en démocratie, leur juste place dans le pouvoir qui porte sur leur vie quotidienne. Qu'avons-nous fait pour que la défense de ces simples idées vaille de telles agressions? Eh bien rien, sinon menacer ceux qui sont toujours les ennemis et le resteront de l'inégalité, de l'égalité humaine plutôt. Les fervents partisans de l'inégalité, ils n'ont jamais disparu. Les racistes, les gens qui ainsi considèrent que leur haine à elle seule vaut une politique. Eh bien non, nous faisons, et c'est pourquoi nous avons maintenu cet événement, c'est pourquoi nous sommes aussi nombreux et nombreux, nous faisons tout l'inverse. Nous disons la joie de participer ensemble à la communauté politique et dire que si nous sommes citoyens, eh bien c'est pour la changer. Et justement, que se passe-t-il en ce moment? Si vous trouvez mon discours trop long, plaignez-vous aux fachos. Alors, mais je ne vais pas vous saouler parce que l'idée est justement d'échanger par la suite autour de ce petit buffet en écoutant bien les artistes. Parce qu'ils sont venus aussi pour être écoutés et c'est important de le faire. Alors que se passe-t-il aujourd'hui? Parce que il y a un an déjà, certaines et certains d'entre vous, lorsque je marchais dans les rues de Brest, me disaient « Mais comment s'est-on retrouvé avec Barnier Premier ministre ?» Ce qui effectivement était une question tout à fait saine et tout à fait légitime, puisque le parti du Premier ministre avait fait 5% aux élections, et les voici qui gouvernaient, et les voici qui, en plus, puisqu'ils ont la majorité au Sénat, finissaient par maîtriser le processus législatif, ce que j'ai pu voir d'une certaine façon en direct pendant l'année dernière. C'est-à-dire le Sénat a commencé à imposer son rythme à l'Assemblée nationale avec l'appui du gouvernement. Tout ça avec des gens, dirigés par des gens qui avaient fait 5% aux élections. Donc il y a là, évidemment, une crise profonde de la démocratie. Alors Barnier, hop, c'était bon, on s'en était débarrassé, deuxième censure de l'histoire de la Ve République, et puis on a eu Bayrou. Et Bayrou n'a pas été censuré du fait du choix à la fois du groupe parlementaire socialiste et du groupe du Rassemblement national. Ça a été, du coup, l'étirement du projet politique de Barnier en pire. Puisqu'en réalité, le budget Bayrou était pire que le budget Barnier présenté à l'automne dernier. Et désormais, voici qu'avant son départ en vacances, puisqu'il nie en prendre, mais ça m'étonnerait. D'ailleurs, peut-être, petite suggestion, petite question, que faisait M. Bayrou lorsqu'il était haut-commissaire au plan? Parce qu'on n'a pas vu l'ombre d'un plan. Alors, il raconte maintenant partout dans les médias que nous ne sommes pas joignables l'été. Ce qui est faux, vous pouvez m'appeler si vous voulez, en cas d'urgence. Mais alors il dit non, les autres, ils ne sont pas joignables. Mais alors lui, qu'a-t-il fait toutes ces années où il était haut-commissaire au plan? D'où pense-t-il qu'il est légitime à donner des leçons ainsi au reste du spectre politique, à nourrir l'antiparlementarisme? Et alors Bayrou, il arrive et dit, ça va être la pire cure d'austérité jamais vue. Les 44 milliards d'euros qu'il a promis avec son plan Bayrou, qui sont un massacre complet. Parce que si on rentre dans le détail de ce plan, ce que je vais faire tout à l'heure, eh bien, les services publics sont les premières victimes. Et donc, à travers eux, nous toutes et tous. Et donc, Bayrou fait ça le 15 juillet. Et il avait quand même prévu de ne pas prolonger, alors que d'habitude l'Assemblée siège jusqu'à fin juillet. Il avait dit non, là cette année vous partez le 11. Donc on part, parce que de toute façon dans cette magnifique Ve République, les parlementaires n'ont pas le droit de rester si le gouvernement à ce moment-là ne les autorise pas à rester. Donc on s'en va. Et puis lui fait son discours qui stupéfait l'ensemble des Français.
Notamment, et ça a été le symbole, mais en réalité, c'est l'arbre qui cache l'ensemble de la forêt en feu qu'il a présenté. C'est cette idée de supprimer 2 jours fériés. Et pas n'importe lesquels. Le lundi de Pâques, ce qui est curieux pour un démocrate chrétien. Même si on m'a dit que sur le plan liturgique, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà, c'est un petit détail. Bon. Et alors, plus grave, dans la période actuelle, le 8 mai, c'est-à-dire le jour de la célébration de la victoire contre les nazis. À ce moment-là, Bayrou dit, là c'est le bon moment, l'extrême droite monte partout, et bien finalement, le 8 mai, on peut passer au-delà de ce jour-là pour le commémorer toutes et tous ensemble. Mais c'est irresponsable. C'est d'autant plus irresponsable que cela renvoie à une injustice terrible, c'est l'idée d'imposer aux travailleurs 2 journées de travail gratuit. Eh bien non. Et il n'y a même pas besoin, je vais vous le dire, d'être de gauche, même si à gauche on le dit plus. Mais tout travail mérite salaire. Et lorsqu'on est au travail, on est payé. C'est aussi simple que ça. Et nous allons leur imposer cette vérité que cette bande de bourgeois refuse, parce qu'il faut poser les termes. Aujourd'hui, le pouvoir qui s'accroche est un pouvoir bourgeois qui veut à tout prix maintenir les privilèges d'une petite poignée. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il a empêché le Parlement de le censurer? Parce que c'est pour ça qu'on est parti plus tôt. Sinon, il serait pris une censure le 16 juillet. Eh bien, il répète depuis 1 mois et demi que le pays va à la catastrophe, c'est la dette absolue qui croule partout, et donc on n'en peut plus, d'une certaine façon, sous le poids de ces interventions. En permanence, à chaque fois qu'il l'ouvre, c'est pour dire « la France est au bord de la faillite, la France plonge dans la faillite, maintenant il est même allé chercher le Titanic ». Comme certains l'avaient cherché malheureusement d'ailleurs. Alors, il dit, quand il fait ça, d'une certaine manière, Bayrou agit comme un pyromane. Parce que non seulement ce qu'il dit est faux, et je veux vous partager un petit chiffre. Alors, il y a un chiffre que vous avez peut-être déjà entendu, parce que c'est celui qu'il sort tout le temps. Il dit, chaque Français qui naît, avec un peu là, son vibrato, ça, j'en ai ras-le-bol d'entendre ça aussi, parce que depuis que je m'intéresse à la politique, vous avez toujours là, ces petits gens de droite là, qui arrivent à la télé, qui disent « la dette qu'on va laisser à nos enfants, c'est horrible, etc. » Ces gens qui ne se préoccupent à aucun moment d'écologie, à aucun moment de ce qui fait le vrai sens de la possibilité de la vie, à savoir la possibilité que les milieux de vie soient en bon état. Ces gens sortent leur glande lacrymale, là, ils sont là, « oh mon Dieu, les enfants, etc., ils vont être mal. » Bon, 54 000 € par Français, c'est ça qu'il dit. On a 54 000 € de dette. Bah, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais si on met en face, et ça, c'est pour ça que je voulais vous partager ce chiffre-là, la dette, effectivement, par habitant est à ce niveau-là. Mais si on met en face ce qu'on appelle les actifs, c'est-à-dire le patrimoine de l'État, à la fois financier et non financier, c'est-à-dire immobilier, etc., mais aussi financier, eh bien, on en arrive à 74 000 €. Donc, si François Bayrou voulait être précis, il dirait au contraire que chaque Français naît avec plus 10 000 €. C'est ça la réalité aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de dette, mais ça veut dire que la dette n'est pas aujourd'hui à un point absolument insolvable, à un point de désastre absolu qui nécessiterait de détruire le modèle social. Parce que là, c'est pareil. Vous avez les mêmes qui attaquent le modèle social, la sécurité sociale, nos retraites, le chômage, les services publics depuis très longtemps. Et là, ils disent « Ah, mon Dieu, nous n'allons pas pouvoir faire autrement. » Mais c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites depuis des années et des années. Donc vous n'êtes pas déçus de ne pas pouvoir faire autrement. C'est exactement le sens de votre politique qui nous a mis dans cette situation. Donc d'abord, ce constat de Bayrou est faux. Deuxièmement, il est dangereux et irresponsable parce que lorsque vous passez votre temps à répéter que la France n'est pas solvable, que la France va avoir des problèmes financiers, etc., eh bien, ça ne met pas particulièrement en confiance les chefs d'entreprise, les investisseurs, les personnes qui ont tendance à vouloir planifier leur activité économique dans le temps. Donc, deuxième problème énorme. Et troisième problème considérable de ce point de vue-là, cela occulte la responsabilité directe que ces gens, que les Bayrou, Barnier et consorts et les Macron ont dans la production même de l'endettement et l'état absolument désastreux des finances publiques aujourd'hui. À les entendre, on a l'impression qu'ils ne gouvernent pas le pays depuis 7 ans. Mais ce sont eux qui gouvernent. Ils gouvernent, ils sont
responsables de cette situation-là, et c'est pourquoi, une bonne fois pour toutes, il faut les faire partir. Donc c'est d'ailleurs ce qui va arriver, alors là il n'y a pas de suspense, c'est le vote de confiance. Comme ça il se paye une dernière tournée d'adieu, c'est Johnny Hallyday bis. Hein. Il arrive, il va dans tous les patelins et dit oui, moi je fais les parlementaires une lourde responsabilité, etc. Tout ça c'est du cirque. Hein. Si je prends le temps de vous l'expliquer, c'est pour vous montrer à quel point c'est du cirque. Il n'y croit pas un seul instant au fait qu'il puisse obtenir la confiance de l'Assemblée nationale. Il ne l'obtiendra pas parce que sa politique est minoritaire à l'Assemblée nationale et qu'elle est minoritaire dans le pays. Et que cette double minorité est la traduction du résultat des dernières élections. C'est aussi simple que ça. Donc oui, en votre nom, au nom de la nation, puisque je suis député non seulement d'ici, mais quand on est député, paraît-il qu'on représente l'ensemble de la nation, eh bien, je serai particulièrement content, déterminé et sérieux lorsque je n'accorderai pas la confiance à François Bayrou et que, dans l'heure, il partira. Merci beaucoup. Hop. Merci. Alors, déjà, il faut quand même saluer dans ce vote de confiance lui-même, dans la décision du Premier ministre de demander la confiance, une première victoire du mouvement du 10 septembre. Parce que tout l'été, il n'a été question que du 10 septembre, presque. En plus, les médias ayant horreur du vide, ben, ça parlait beaucoup du mouvement social. C'est là que vous voyez qu'il y a des contradictions, y compris chez les dominants. Parce que dans l'espace médiatique, vous voyez BFM TV, etc., c'est pas particulièrement des alliés pour les travailleurs, la classe ouvrière, les chômeurs, les précaires. Hein, c'est pas vraiment le style. C'est un peu tout le contraire. Mais pour autant, ils ont besoin d'avoir de l'audience. Et donc, parfois, ben, s'ils voient que ça intéresse, ils continuent à en parler. Et donc, sur le 10 septembre, ils ont tourné. Et alors, à un moment de la rentrée, en plus, Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, Manuel Bompard et l'ensemble de la coordination de la France Insoumise ont dit, bah tiens, on appelle au 10 septembre. Ok, alors là, boum, pendant une semaine, Mélenchon appelle au 10 septembre, etc., ce qui a donné lieu ensuite à d'autres sondages, parce que eux, voilà, il y a quand même parfois, c'est pas forcément que dans des bonnes intentions qu'ils font ça. Et donc, ils posent une question récemment dans un sondage, souhaitez-vous, comme Jean-Luc Mélenchon, le départ d'Emmanuel Macron? Et alors, ils se disent, parce que pour eux, Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez, c'est le diable en personne. Et ils pensent que dans le pays, tout le monde le déteste tellement que ça ferait baisser à fond et que, en fait, oubliant un instant la détestation pour les politiques effectives qui leur pourrissent la vie, ils se diraient « Ah non, ouais, bah, vaut mieux que Macron reste ». Ben non. Réponse, 51% de gens qui disent « Oui, il a qu'à s'en aller ». Et on est d'accord avec Mélenchon. La force, aujourd'hui, elle est là. Elle est dans cette clarté, cette détermination. Je vous recommande d'aller voir le débat au MEDEF là, des différents représentants de partis politiques. Bardella, il ne sait pas quoi dire. Le Rassemblement national, il ne sait plus où il habite. Parce qu'il doit donner des gages à la bourgeoisie d'un côté, et qu'en même temps, ils n'ont pas envie non plus de se fâcher avec ceux à qui ils ont promis qu'ils allaient renverser la table. Donc c'est illisible. Le Rassemblement national, on n'y comprend plus rien. Et peut-être d'ailleurs que c'est pour ça que ces petits groupes dont je parlais tout à l'heure deviennent de plus en plus violents parce qu'ils sentent qu'ils ont perdu la partie. Parce que la force populaire, la mobilisation sociale, quand elle se déploie dans le pays, elle sait de quel côté elle doit aller. Elle sait qui a fait les congés payés. Elle sait qui a acquis les droits sociaux. Elle sait qui a fait grève avec les syndicats, avec les travailleurs, avec les gens qui, à un moment donné, se sont dit « on n'en peut plus de cette condition sociale qui nous est faite dans la situation historique dans laquelle nous nous trouvons ». Eh bien, c'est parce que, dans le pays, et parce que nous sommes une république sociale, cette conscience est si aiguë, c'est parce qu'il y a ça qu'il faut se mobiliser en masse le 10 septembre prochain, partout dans le pays. Et alors, contre quoi on se mobilise? Je disais 44 milliards. Parce qu'en fait, il faut bien voir que là, le désaccord porte sur une question de fond, sérieuse. Moi, je vous ai dit, il y a des choses dont j'ai déjà ras-le-bol, vous allez dire, en un an. Mais même, j'en avais ras-le-bol avant quand j'étais militant. Je suis toujours militant, mais en plus député. Quoi. Eh bien, il y a quelque chose que je ne supporte plus. C'est l'idée que le débat politique devrait se dérouler sur les apparences.
Tiens, comment sont-ils habillés? Comment parlent-ils? Oh mon Dieu, quelqu'un a dit du mal de quelqu'un d'autre. Mais quelle horreur! Alors qu'il s'avère que parfois des critiques sont non seulement légitimes, mais nécessaires au déploiement même du débat. Lorsqu'on installe des débats, eh bien, on n'est pas forcément sympathique. Et ce n'est pas grave, parce que la démocratie, c'est la conflictualité instituée dans les institutions. Et qu'au contraire, la démocratie, elle permet d'éviter que des situations de violence se déploient dans le pays. Que l'institutionnalisation du conflit de cette façon-là, elle permet bien qu'on discute, parfois on discute un peu franchement, mais au moins on le fait sur des bases qui sont pacifiques. Et donc, de porter la voix aujourd'hui de la colère si massive dans le pays, c'est au contraire une option de républicains convaincus qui souhaitent que les conflits soient résolus pacifiquement. Voici le sens du projet politique et de la méthode de la France insoumise. Si nous mettons de la conflictualité, c'est pas par plaisir de la conflictualité, c'est parce que la conflictualité, n'en déplaise à ces beaux messieurs, elle existe dans le pays. Sont-ils beaux d'ailleurs ? Voilà, les avis ne sont pas partagés. Alors, dans le débat de fond, il porte sur quoi? Il porte sur la politique économique. Et là, la politique économique qui est proposée par Bayrou, c'est 44 milliards d'économies, dont 20 directement sur l'État, les collectivités et les services sociaux. Vous ajoutez à cela les 4 milliards de jours fériés, là, les 2 jours fériés, et vous vous retrouvez avec une situation où 90% de l'effort... Enfin, d'abord, 80% du plan, c'est de la coupe de dépenses. Premier élément. Deuxième élément, 90% de l'effort pèse sur les classes populaires et les classes moyennes. Genre, ils disent, vous en avez eu assez, eh bien vous allez en avoir encore. Voilà le sens profond du plan Bayrou. Et quel a été l'effet de cette politique qui en fait a été menée? Parce que c'est la logique de cette politique, elle existe en réalité, elle a déjà été déployée et elle gouverne le pays depuis un moment. Quel a été son effet? Eh bien, la création d'un déficit majeur, d'une dette majeure et l'enrichissement des plus riches et l'appauvrissement des plus pauvres. Sous Macron, et je pense que c'est important de retenir ce chiffre, le patrimoine des 500 familles les plus riches est passé de 570 milliards en 2017 à 1200 milliards aujourd'hui, en l'espace de 7 ans. Et on nous demande de sacrifier l'hôpital public, la culture, l'éducation sur l'autel des économies pour payer à eux eh bien, leurs dividendes, leurs profits. La réponse qui viendra toujours puissamment, profondément du pays, ça sera non. Le refus complet. Nous ne paierons pas pour votre gabegie, nous ne paierons pas pour vos amis, nous ne paierons pas pour des politiques qui, en plus, n'ont aucun sens sur le plan de l'emploi. Et alors la difficulté, et on en parlait hier d'ailleurs avec un camarade, c'est la difficulté, c'est que lorsque vous dites ça à des gens, alors oui, non, mais quand même, c'est la politique des gens raisonnables, voyez-vous, ces gens se sont présentés comme des centristes. Donc les gens raisonnables ont plombé les comptes de l'État, ont détruit les services publics, ont mis la situation économique, on a qu'à regarder la balance extérieure et ça du commerce, tout est dans une situation vraiment problématique. Mais ils continuent, y compris les gens qui votent pour les macronistes, à s'imaginer qu'ils incarnent d'une certaine façon le camp de la raison. Alors que leur politique, elle est profondément déraisonnable, elle est profondément irrationnelle. L'effet d'un plan Bayrou, ce serait une récession majeure. Ça serait un ralentissement de l'activité, ça serait de la destruction d'emplois, comme d'ailleurs on en constate. Et on le voit d'ailleurs, des entreprises qui ferment, des petits commerces qui ferment, des situations de plus en plus difficiles dans lesquelles se trouvent voilà, les amis, la famille, parce que nous on vit dans la vie commune de la plupart des citoyens. Eh bien, eux s'en fichent. Eh bien, nous leur disons, avec nous, on mettra fin à cette politique qui fait pleuvoir les aides publiques sans contrepartie, on mettra fin à cette politique qui est dite de l'offre, c'est-à-dire on attend toujours des grandes entreprises subventionnées abondamment, eh bien qu'elles créent de l'emploi. Par parenthèse d'ailleurs, c'est la même logique qui conduisait à l'époque, en 1932, les libéraux allemands. Ils n'arrêtaient pas de dire, et je vous recommande ce livre de Johann Chapoutot qui s'appelle « Les irresponsables », les libéraux allemands, les centristes, disaient à l'époque « on fait une politique de l'emploi, on ne fait pas une politique pour les plus riches ». Ils disent exactement pareil aujourd'hui. Et ça me glace le sang.
De la même façon que ça me glace le sang d'entendre le Rassemblement national, à chaque fois presque qu'il monte à la tribune, je pense par exemple au texte absolument odieux de Gabriel Attal qui supprimait l'exemption, enfin comment on appelle ça, l'excuse de minorité en droit pénal qui permet quand même de bien distinguer entre la responsabilité d'un mineur et la responsabilité d'un majeur, qui a d'ailleurs, ce texte a été censuré par le Conseil constitutionnel. Mais le Rassemblement national, quand il est venu le présenter, a dit « Nous remercions la Macronie de reprendre notre idée. » Et je ne compte plus les discours qui commencent comme ça. Et lorsque vous lisez Joanne Chapoutot, Les Irresponsables, c'est la même chose. Genre, Goebbels dit même à un moment donné, entendu Papen à la radio, donc Papen c'est le libéral allemand, là, centriste, et Goebbels dit « Je crains qu'il ne nous reste plus rien à faire une fois arrivé au pouvoir. » Toutes nos idées de A à Z. Eh bien, nous sommes dans cette même ambiance. Et dans cette même ambiance, eh bien, il faut résister et proposer une autre politique. Et donc, contre la politique de l'offre, nous sommes les seuls à proposer une politique de la relance. Une politique de la relance sociale et écologique qui se donne des grands chantiers sur les énergies renouvelables, sur les énergies ici marines renouvelables qui seraient créateurs d'emplois pérennes, stables, rémunérateurs. Voici le modèle que nous proposons en augmentant l'impôt sur les plus riches, en augmentant les investissements publics dans l'économie, en augmentant les investissements publics dans les services publics, l'hôpital, l'université et la recherche. Et ça, on n'en a pas peur, et on le dit, et on le redira autant qu'il faudra, et on le fera au plus vite, en baissant le temps de travail. Oui à la 6e semaine de congé payé, oui à la retraite à 60 ans, oui à des 35 heures véritablement appliquées, et allons même vers les 32 heures, parce que si nous partageons le travail, nous travaillerons toutes et tous. Et personne n'ira raconter qu'il y avait 6 millions de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, enfin à France Travail désormais, et 400 000 emplois non pourvus. Eh bien, le chômage est le fait de la responsabilité individuelle des chômeurs. Ça suffit de stigmatiser les précaires, ça suffit de stigmatiser les chômeurs. Depuis vos beaux salons, depuis l'Élysée dont nous tâcherons de vous sortir. Alors, quand on dit cela, voyez-vous, souvent, certains, et c'est un peu l'ambiance médiatique, disent « Ah, leur discours est haineux ». Mais il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine dans le propos que nous tenons. Il y a l'idée qu'une autre politique puisse être défendue. Et si certains pensent que le fait de défendre une autre politique suffit à être haineux, mais dans ce cas-là, ils ont qu'à directement supprimer les élections, supprimer la démocratie. Parce que s'il y a bien aujourd'hui une force politique pétrie de haine, c'est le Rassemblement national et ses idées racistes et nauséabondes, bien sûr. Mais c'est également la force qui gouverne ce pays et dont la politique de classe se confond avec une haine de classe parce qu'ils s'en fichent éperdument de la condition qu'ils font aux travailleurs pauvres, aux travailleurs précaires, aux enseignants qui manquent de sens aujourd'hui dans leur boulot parce qu'on ne leur donne pas les moyens de le faire, aux soignantes et aux soignants qui se trouvent aussi débordés et qui n'arrivent plus à faire leur boulot humainement et qui nous le disent et qui nous disent cette souffrance. Et je suis très fier d'ailleurs, en siégeant au conseil de surveillance du CHU ici à Brest, d'avoir pu être le relais de la voix des syndicats et des soignantes et des soignants, parce que parfois, ils y sont bien trop peu entendus et représentés. Tout comme je suis très fier et je ferai en sorte, advienne que pourra, le calendrier parlementaire, mais je ferai en sorte de faire tout pour faire voter une proposition de loi qui me semble tout à fait légitime et tout à fait évidente, c'est le fait de rendre partout les parkings de tous les établissements publics de santé gratuits. Alors voilà, où on en est. Combien de temps, depuis combien de temps je parle là? Ça doit faire un moment. Ça fait 30 minutes. Oh là, je vais terminer. Non, en plus, il faut quand même laisser la parole. Vous m'entendez plein de fois, alors que les artistes, ce soir, vous ne les entendez pas souvent. Donc voilà, petit dernier verre d'eau, et hop. Si on se réunit ce soir, c'est dans un moment particulier, je crois vous l'avoir expliqué. D'abord parce que le gouvernement Bayrou va tomber, ensuite parce que la situation politique va être placée sous le signe d'une certaine forme d'instabilité. Une instabilité, je le répète, provoquée par les agents du chaos qui sont aujourd'hui au gouvernement et qui essayent de retourner en permanence la responsabilité sur leurs oppositions. Donc nous refusons ce renversement de responsabilité, bien entendu, mais surtout nous nous préparons à toutes les éventualités. Et ici, il y a des fiches pour laisser votre contact.
D'ailleurs, faites-le, parce qu'en plus, c'est bien de laisser le contact, parce que vous pouvez avoir les informations, etc. ensuite, des moments qu'on organise comme cela. Mais que ce soit dans la mobilisation sociale, que ce soit dans les combats électoraux ou politiques, nous ne les menons jamais seuls. Nous les menons avec toutes celles et tous ceux qui portent avec nous l'idéal d'émancipation et de solidarité humaine. Et vous savez, ma conviction profonde sur le nouveau Front populaire, c'est que ça n'a jamais été un accord entre partis. Il y avait un programme commun, il y avait des circonscriptions réparties, il y avait tout ça signé. Mais moi, ce que j'ai senti dans la campagne ici, c'est que c'était une aspiration profonde de la jeunesse, des habitants des quartiers populaires, des syndicalistes, des associatifs qui disaient « mais finalement, il est temps que ça change ». Eh bien, cette aspiration n'a pas disparu, et mieux vaut que tôt plutôt que tard, elle soit rendue majoritaire dans le pays, et nous y sommes prêts. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire Macron, une fois que Bayrou est parti? Eh bien, et c'est pour ça que je veux commencer par là. Je termine, mais je commence la fin. Je veux commencer par vous dire, Macron, ce qu'il pourra ou ne faire ou ne pas faire, ça va dépendre de nous. Pas de nous, la force politique, de nous, l'ensemble des citoyens. Et ce qui va être décisif, c'est la mobilisation sociale du 10 septembre. Aussi, je vous invite partout, dans vos entreprises, vos écoles, vos universités, vos associations, à dire qu'effectivement, il faut prendre au sérieux et mettre en œuvre ce mot d'ordre. Le 10 septembre, bloquons tout, et bloquons tout pour tout débloquer. Il y a des appels à la grève de plein d'organisations syndicales déjà le 10. Il y a un appel à la grève et à la mobilisation le 18 septembre. Eh bien, je vous confie quelque chose. J'ai l'espoir que du 10 au 18 septembre, ça bouge partout dans le pays pour bien faire comprendre à Macron qu'on ne violente pas ainsi les institutions démocratiques, qu'on ne brutalise pas ainsi l'ensemble des travailleuses et des travailleurs et qu'il va lui en coûter et qu'il est grand temps pour lui de s'en aller avec sa petite clique qui n'ont qu'un objectif, piller l'État et encore piller l'État. L'État, c'est notre bien commun, ça suffit, défendons-le! Et je rends hommage, puisque le 10 septembre arrive bientôt, je veux rendre hommage à tous les mouvements sociaux qui se sont fait si brutalement réprimer sous Emmanuel Macron. Et je tiens à le dire, je sais que ça ne fait pas plaisir peut-être à tout le monde. Ça a commencé sous François Hollande. Moi, les premières manifs où je me suis fait nasser, c'était contre la loi travail. Et le démantèlement du droit du travail, il est venu avec Macron, secrétaire général adjoint de l'Élysée, et ensuite ministre de l'économie. Il n'est pas venu de nulle part, Emmanuel Macron. Donc ça a commencé à ce moment-là, mais je veux rendre hommage et un hommage appuyé à celles et ceux qui, sans organisation, spontanément, partout sur les ronds-points, les gilets jaunes ont fait la fierté de l'ensemble du pays. Ils ont montré qu'il y avait une capacité de résistance, tout comme l'ont fait ensuite et comme tant et tant l'ont fait avec la résistance contre la réforme injuste et absolument désastreuse des retraites qui fait qu'on travaille plus de 2 ans de plus désormais. Enfin, 2 ans de plus. D'ailleurs, petite anecdote là-dessus, je faisais un petit déjeuner avec une journaliste, pas locale, hein, donc je ne mets personne en difficulté ici, donc de gauche a priori, la journaliste. Et elle me dit, mais vous pensez que ça intéresse encore les gens, la question des retraites? Je dis, pardon? Non, mais parce que les macronistes, source sûre, les macronistes disent que c'est passé, tout ça c'est derrière les gens. Mais je dis, mais vous rigolez. Moi, l'autre jour, au porte-à-porte, j'ai vu un chauffeur conducteur de bus ici, qui était en arrêt de travail, et qui me dit, mais non seulement là, je suis en arrêt de travail, j'en peux plus, mais il me reste encore 1 an et demi à tirer à cause de la réforme. Et comment cette personne-là, elle pourrait ne pas s'en préoccuper, finalement? Eh bien non. C'est la préoccupation pour la vie quotidienne. Comme est la préoccupation pour la vie quotidienne, les luttes antiracistes, la lutte du mouvement féministe, la lutte du mouvement LGBT. Parce qu'à chaque fois, ce qu'on y défend, ce sont nos droits. Et nous continuerons à le faire, quelle que soit la répression, de la même façon que nous continuerons à protéger nos milieux de vie, notre santé, contre celles et ceux qui veulent la brutaliser. Ni la répression contre les Gilets jaunes, ni Sainte-Soline, ni autres ne nous dissuaderont jamais, parce que nous défendons la démocratie, de défendre eh bien, un avenir différent, une autre politique. Et c'est bien cela qui me semble particulièrement essentiel à cet instant. Autre anecdote, c'est une commerçante ici qui sort, qui vote pas pour nous. Et d'ailleurs, c'est pas très grave, hein.
Moi, je dis, je suis jamais candidat à faire 100%. Donc, parce que parfois, les gens, ils viennent, ils disent, je vote pas pour vous. Moi, je dis, ah oui, très bien, tranquille. Il faut aussi apaiser la discussion, quoi. Si vous votez pas pour moi et que vous avez envie d'en partager les raisons, ben, c'est intéressant, ça donne lieu à une discussion intéressante. Bon, bref. Il se trouve qu'on a vu un débat de politique économique et je pense que cette personne n'avait pas voté pour nous la dernière fois. Mais là, elle est sortie sur la loi du plomb, elle me dit merci. Merci pour votre vote. Et elle dit, je ne comprends pas le vote des autres. Ils votent contre notre santé, contre la santé de nos enfants. Elle dit, mais ça doit aller au-delà des clivages politiques. Je lui dis, je comprends votre sens de l'humanité qui est absolument respectable. Mais de fait, ce sont la droite et l'extrême droite qui ont fait adopter la loi du plomb. Ce sont eux qui, à ce moment-là, ont préféré les intérêts de l'argent aux intérêts de la santé publique et commune. Et donc, il faut toujours avoir cela à l'esprit. Et cela, ils l'ignorent aussi, ceux qui nous gouvernent actuellement. La profondeur de la violence qu'ils ont infligée avec ce vote sur la loi du plomb dans le pays. Parce qu'on ne peut pas maltraiter les gens à ce point. Parce que ça semble tellement horrible. En réalité, de penser que des responsables politiques sont aveuglés, au mieux, au point de voter pour que se multiplient des cancers dans le pays. Et comme tout, ils sous-estiment la résistance collective qui est la nôtre. Donc quoi que fasse Macron, qu'il y ait une dissolution, qu'il y ait un nouveau gouvernement, qu'il y ait une élection présidentielle ou qu'il souhaite, par une folie qui le caractériserait bien, prendre les pleins pouvoirs comme le lui permet l'article 16, quel que soit l'un de ces scénarios, il faudra, en toute hypothèse, que la mobilisation collective soit au rendez-vous parce que c'est la grandeur, y compris, de l'histoire sociale et politique de notre pays. Alors, je vais vous laisser entre les mains ou vos oreilles, entre sa guitare, que sais-je, de Paul Barrère, qui, en plus d'être un brillant artiste, est un ami. Et je pense que dans les temps si difficiles qui sont les nôtres, il y a la camaraderie, il y a le sens du collectif, il y a ces éléments-là, mais il y a aussi l'importance immense de l'amitié comme de l'amour, de ce qui nous unit à ce que la vie, d'une certaine façon, a de plus beau et de plus fondamental. Alors, je vous laisse avec un poème qui renvoie assez à ce petit slogan que me racontaient des amis de la Confédération paysanne que leur avait appris ce slogan. Enfin, le slogan leur avait été appris par... Je vois Pierre qui est... Pierre est attentif à la syntaxe. Et celle-ci était très mauvaise, la phrase. Donc voilà. Il ne faut pas que je me laisse interrompre comme ça, mais bon. Le slogan donc, que me partageaient des amis de la Confédération paysanne, lequel leur avait été partagé par une professeure des écoles. Et ce slogan, il est beau, et je pense qu'on peut se le partager dans cette soirée qui, effectivement, est une fête de retrouvailles pour se donner de l'énergie. Ce slogan, c'est « À la vie, à l'amour, à la révolution ». Et je vous laisse avec ces mots de Marina Tsvetaeva, une poétesse russe. Des mots marins, des mots politiques, des mots qui invitent à inventer des lendemains meilleurs. Elle écrit « Contre vos genoux de granit, je suis broyé, et chaque vague me réanime. Vive l'écume, gloire à l'écume joyeuse, vive la haute écume marine. » Merci à vous.